Il y a 3 jours, ma fiancée m'a regardé droit dans les yeux lors de notre dîner de fiançailles et m'a dit « C'est non négociable. Thomas fait partie de ma vie depuis plus longtemps que toi. Soit il reste, soit tout s'arrête ici. » Alors, j'ai appelé mon avocate. J'ai 33 ans, je suis ingénieur en génie civil ici à Lyon. Je pensais connaître la femme que je m'apprêtais à épouser. Il s'avère que je ne la connaissais pas du tout. Voici ce qui s'est passé. Nous étions dans un grand restaurant du Vieux-Lyon avec nos 2 familles, 12 personnes au total. Tout se passait bien. Nous parlions des préparatifs du mariage. Mes parents s'entendaient à merveille avec les siens. Les parents de Chloé, Gérard et Valérie, sont du genre professionnel sophistiqué. Il est avocat à la retraite. Elle est thérapeute de couple et tient un blog sur les relations évoluées. Ils ont toujours été un peu intenses avec leur philosophie parentale progressiste, mais je me disais que c'était juste leur truc. Nous étions au milieu du repas quand Chloé a fait glisser ce dossier glacé sur la table vers moi. Onglet de couleur, reliure professionnelle, le grand jeu. Le titre indiquait le pacte de famille choisi, et j'ai cru que c'était une sorte de blague. Mais tout le monde s'est tu, et elle me regardait avec cette expression grave. Thomas n'est pas un méchant de dessin animé. C'est un photographe à la voix douce qui parle d'architecture émotionnelle et de cadres amoureux durables. Le type pense probablement qu'il a inventé le polyamour, mais en le voyant hocher la tête avec approbation quand Chloé a lancé cet ultimatum, c'est là que j'ai réalisé qu'il était totalement investi dans ce délire. J'ai ouvert le dossier et les gars, je n'arrive toujours pas à croire ce que j'y ai lu. Ce truc contenait des clauses stipulant que son ex-copain Thomas devait rester un membre permanent de la famille après notre mariage, invité à toutes les vacances, anniversaires, événements majeurs de la vie. Il y avait même une section le désignant comme conseiller créatif pour notre campagne de marque de mariage. Notre campagne de marque de mariage. Je ne savais même pas qu'on en avait une. Le restaurant était maintenant silencieux comme une tombe. Mes parents avaient l'air d'avoir vu un fantôme. La mère de Chloé rayonnait genre c'est la meilleure chose qui soit. Et son père hochait la tête en signe d'approbation. Puis Chloé m'a regardé droit dans les yeux et a sorti cette phrase sur Thomas étant dans sa vie depuis plus longtemps que moi. J'ai refermé le dossier, je l'ai posé à côté de mon assiette et j'ai dit, c'est noté. Puis je me suis levé. J'ai remercié tout le monde pour le dîner et je suis sorti. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas fait d'esclandre, je suis juste parti. Quand quelqu'un vous tend un contrat concernant vos futurs enfants lors d'un dîner de fiançailles, il ne planifie pas un mariage. Il planifie une fusion-acquisition. Le trajet du retour a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais peut-être mal compris quelque chose. Peut-être qu'il me manquait du contexte. Mais non, elle m'avait littéralement présenté un contrat m'obligeant à accepter son ex comme membre permanent de la famille devant nos 2 familles. En arrivant chez moi, j'ai tout transféré à mon amie Sophie qui est avocate en droit des affaires. Objet du mail, tu vas vouloir lire ça. Elle m'a rappelé en 6 minutes chrono. Ces mots exacts ont été, on documente tout à partir de maintenant. J'ai passé la nuit à éplucher nos comptes communs, j'ai révoqué son accès à ma carte de crédit, je l'ai retiré du compte de la liste de mariage, j'ai changé les mots de passe des charges et du Wi-Fi de mon appartement. Ensuite, j'ai transféré tout le dossier à mes parents avec une seule ligne, j'ai fini de faire semblant qu'elle me respecte. Mais attendez, ça empire. Le lendemain matin, je me réveille avec un email de Gérard avec pour objet l'addenda au projet de contrat de mariage. À l'intérieur, un document légal où Thomas est listé comme parrain conseiller pour toutes les futures décisions concernant l'image de marque de la famille et l'éducation des enfants. Image de marque familiale ou pour des enfants qu'on n'a même pas encore. J'ai fixé l'écran pendant environ 10 minutes puis j'ai appelé Sophie. Tout ce que j'ai pu dire, c'est, ce n'est plus de l'amour. C'est de la stratégie. Alors Reddit, est-ce que je suis complètement fou? Est-ce que partir était la bonne décision? Parce que Chloé harcèle mon téléphone en disant que j'ai embarrassé sa famille et que je suis contrôlant et régressif. Sa mère a posté quelque chose sur son blog à propos des partenaires qui craignent votre liberté et je suis quasi sûr qu'elle parle de moi. Je n'ai répondu à rien parce qu'honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. Je reviens sans cesse à ce moment où elle a dit Thomas reste ou c'est fini. Jean, qui donne un ultimatum pareil à son partenaire? À un dîner de fiançailles devant les 2 familles avec un contrat imprimé? Peut-être que je suis vieux jeu, mais je pensais que le mariage signifiait se choisir l'un l'autre en priorité.
pas signer des documents juridiques pour préserver sa relation avec son ex. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien géré la chose ou ai-je juste foutu ma vie en l'air pour rien? Mise à jour 1. Ok, Reddit. Eh bien, les choses sont devenues nettement plus compliquées. Sophie a été incroyable à travers tout ça. Elle a immédiatement commencé à tout documenter parce qu'elle disait que quelque chose clochait dans toute cette histoire. Il s'avère que son instinct avait raison. Voici ce qu'on a découvert. Valérie, la mère de Chloé, est la seule signataire sur absolument tous les contrats des prestataires de mariage. Absolument tous. Le lieu, le traiteur, les fleurs, la musique, tout. Valeur totale, 135 000 €. Et écoutez ça, l'entreprise de photographie de Thomas a déjà été payée 8 000 € pour la direction artistique de nos visuels de mariage. Notre mariage qui n'a même pas encore eu lieu. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai aucune responsabilité légale pour tout ça. Chaque contrat remonte à Valérie. Sophie a dit que c'est comme s'ils organisaient un événement d'entreprise, pas un mariage. Ensuite, il y a la situation de la carte de crédit. Vous vous souvenez que j'avais révoqué l'accès de Chloé? Eh bien, Sophie m'a fait sortir les relevés d'abord. 5 800 € de dépenses qui violaient notre accord écrit sur les dépenses de mariage uniquement, week-end spa, location de robe de créateur, et un truc appelé session studio moodboard mariage que Thomas a facturé directement sur ma carte. Le plus bizarre, c'est que Thomas croit sincèrement qu'il aide. Léa m'a montré un texto où il écrivait « Je n'essaie pas de la récupérer. J'essaie de protéger ce qu'on a construit ensemble. » Certaines connexions transcendent les étiquettes romantiques. Il pense vraiment être l'adulte mature dans l'histoire. J'ai contesté toutes les charges auprès de la banque et ils ont gelé la carte en attendant l'enquête. Chloé n'était pas contente. Ces textos sont passés d'excuses à furieux assez rapidement. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Valérie a publié un article de blog intitulé « Quand les partenaires craignent votre liberté » sur un fiancé contrôlant qui ne pouvait pas gérer l'amour évolué. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tous ceux qui nous connaissent sauraient exactement de qui elle parlait. Plusieurs amis m'ont envoyé des captures d'écran. Le lendemain, le département RH de mon entreprise a reçu un email anonyme remettant en question ma stabilité émotionnelle. Vous y croyez? Quelqu'un a vraiment essayé de me causer des ennuis au travail pour ça. Heureusement, mon ami Mehdi m'a transféré l'email car il travaille au service informatique et il a pu tracer l'adresse IP jusqu'au cabinet de thérapie de Valérie. Les RH ont enquêté et j'ai tout soumis, le document de l'ultimatum, l'addenda du contrat de mariage, les captures d'écran du blog, toute la chronologie. Ils ont discrètement rejeté la plainte et m'ont même félicité d'avoir géré une situation personnelle avec professionnalisme. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Léa, qui était la colocataire de Chloé à la fac et fait toujours du stylisme pour elle, m'a contacté en privé. Elle m'a envoyé des captures d'écran de messages entre Chloé, Valérie et Thomas datant de la semaine avant notre dîner. Ils planifiaient littéralement de mettre en scène cette conversation sur les limites pour que si je reculais, j'ai l'air régressif et contrôlant. La réponse de Sophie quand je lui ai montré, parfait. C'est de la préméditation. Garde ça sous scellé jusqu'à ce qu'on en ait besoin. J'ai réalisé que je n'étais pas son fiancé. J'étais sa cible démographique. Le développement le plus récent est que Valérie menace apparemment de me poursuivre pour préjudice moral suite à ma sortie publique du restaurant. Sophie a juste ri quand je lui ai dit. Ces mots exacts, quel essai. Elle a déjà rendu ta défense inattaquable. Je dois admettre que je suis épuisé par tout ça. Je pensais juste m'éloigner d'une mauvaise décision relationnelle, mais j'ai l'impression d'être tombé dans une sorte de machination élaborée. La femme que je pensais aimer avait l'avocat de sa famille rédigeant des documents sur l'implication de son ex dans l'éducation de nos enfants hypothétiques. Jean, c'est quoi ce délire? Mes parents ont été incroyables tout au long de cette histoire. Mon père, qui ne parle jamais beaucoup, m'a juste dit « Fils, tu as échappé au pire ». Ma mère continue de m'apporter à manger et de demander si je mange assez. C'est agréable de se rappeler à quoi ressemble un soutien familial normal. Je vous tiendrai au courant s'il se passe autre chose. Apparemment, ce n'est pas encore fini. Mise à jour 2. Reddit, je n'arrive pas à croire que je suis de retour ici, mais la situation ne cesse de s'aggraver d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Merci à tous ceux qui ont suivi et offert leur soutien.
Vos commentaires m'ont honnêtement gardé sain d'esprit à travers tout ce gâchis. Donc, Gérard a organisé ce qu'il a appelé une réunion de famille neutre dans un centre culturel du centre-ville. Les deux familles étaient présentes, plus Sophie venue comme mon avocate. Je pensais que ce serait le moment où l'on réglerait une séparation pacifique pour passer à autre chose. J'avais tellement tort. Chloé a ouvert la séance en proposant ce qu'elle appelait un compromis. Thomas pourrait prendre du recul sur les fêtes de famille, mais il devait conserver l'autorité créative sur son image publique en tant que ce qu'elle appelait une marque familiale. Elle a dit ça comme si c'était une concession généreuse. Je m'étais préparé pour cette réunion. Sophie m'avait aidé à monter une présentation et j'avais apporté un projecteur. J'ai montré à tout le monde les SMS que Léa m'avait donnés prouvant qu'ils avaient planifié tout le coût du dîner. J'ai montré les factures prouvant les paiements à l'entreprise de Thomas avec les fonds du mariage. Les relevés bancaires montrant l'utilisation abusive de ma carte. L'addenda du contrat de mariage listant Thomas comme conseiller parrain. Le calme de Gérard s'est complètement brisé. Cet avocat professionnel et posé a commencé à hausser le ton en disant que les Dubois ne toléreraient pas la diffamation. Sophie s'est penchée en avant et a dit très doucement, la diffamation implique le mensonge. Nous avons les reçus. C'est là que Valérie a commencé à pleurer et à parler de la façon dont ils voulaient juste créer un nouveau modèle pour l'amour moderne. Comment ils essayaient de montrer au monde que les familles pouvaient être choisies et élargies au-delà des frontières traditionnelles. Comment je détruisais quelque chose de beau parce que j'étais menacé par leur dévolution émotionnelle. La réunion s'est terminée sans résolution. Les deux familles sont parties en colère. Mais c'est là que cette histoire prend un tournant que je n'avais pas vu venir. Léa m'a recontacté quelques jours plus tard avec quelque chose qui a tout changé. Elle avait trouvé un dossier de présentation, un pitch deck, sur l'ordinateur de Thomas intitulé « La marque de la famille moderne, transformer l'amour en héritage ». Ce document exposait un plan d'affaires complet pour monétiser mon mariage avec Chloé. Ils allaient la commercialiser comme l'égérie des partenariats émotionnels ouverts. Il y avait des flux de revenus projetés provenant de sponsoring, de retraite le week-end, un contrat de livre sur les relations évoluées. Tout le truc était conçu autour de Julien, c'est-à-dire moi, acceptant d'être le partenaire traditionnel solidaire qui a appris à embrasser l'amour progressiste. Mon mariage allait littéralement être leur modèle économique. Thomas et Valérie planifiaient ça depuis des mois, probablement avant même que Chloé et moi ne nous fiancions. Je n'ai jamais été son fiancé. J'étais leur cible démographique. Sophie a examiné le dossier de présentation et m'a dit que j'avais deux options. Nous pouvions exposer cela publiquement et créer un scandale viral qui détruirait leur carrière et réputation, ou nous pouvions rester silencieux, finir le litige bancaire et les laisser s'effondrer sous leurs propres contradictions. J'ai choisi le silence. Aussi tentante que fut la vengeance publique, j'ai dit à Sophie, laisse la vérité les pourrir de l'intérieur. Les conséquences ont été rapides. Chloé a perdu 2 partenariats de marques majeures, mais honnêtement, la plupart de ses sponsors sont restés. Le monde des influenceurs est assez indulgent si votre nombre d'abonnés reste stable. Elle poste toujours, mais la section des commentaires raconte une autre histoire. Le studio photo de Thomas a perdu 2 gros clients après que des captures d'écran de son pitch de marque de coparentalité ont mystérieusement atterri chez des clients potentiels. Le blog de Valérie est inondé de commentaires de gens demandant quand ils pourront inviter leurs ex à Noël. 3 semaines après notre réunion de famille, l'avocat des Dubois m'a envoyé un projet de plainte pour humiliation publique et rupture de contrat émotionnel. Oui, contrat émotionnel. Apparemment, c'est quelque chose qui existe pour eux. La réponse de Sophie a été d'envoyer une mise en demeure accompagnée d'un avertissement de poursuite pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse. Elle a aussi livré une chronologie complète des événements. Le coût du dîner, l'article de blog, l'abus de carte de crédit, le pitch deck business, tout. J'attends de voir ce qui va se passer ensuite. Mais Sophie semble confiante. Son dernier message ce soir-là était « Ne scie pas. La fin de partie est pour nous. » Pas encore, mais bientôt. Je repense sans cesse à ce dîner de fiançailles. À quel point Chloé avait l'air confiante quand elle a fait glisser ce dossier sur la table. Elle pensait que je bluffais. Elle n'a jamais envisagé que certaines personnes sont sérieuses quand elles disent non. J'ai recommencé à mieux dormir. J'ai acheté des plantes pour mon appart. Je refais de la randonnée le week-end. C'est incroyable toute l'énergie qu'on récupère quand on arrête de faire semblant que quelqu'un nous respecte.
D'autres mises à jour à venir, j'en suis sûr. Dernière mise à jour. Eh bien, Reddit, c'est probablement ma dernière mise à jour sur toute cette saga. Merci à tous ceux qui ont suivi et offert leur soutien. Cette communauté m'a gardé les pieds sur terre quand tout semblait complètement fou. Le processus de médiation a été brutal. 3 heures dans une salle de conférence stérile avec les 2 familles et 2 avocats. Gérard a essayé de me dépeindre comme un partenaire instable qui ne pouvait pas gérer les concepts d'amour évolués. Valérie n'arrêtait pas de parler de Thomas comme d'une infrastructure familiale, mais quand Sophie a présenté le dossier de business plan, la salle est devenue silencieuse comme la mort. On pouvait littéralement voir Gérard réaliser que sa fille avait prévu de monétiser son mariage. Valérie a arrêté de parler d'évolution émotionnelle et a commencé à parler de malentendus. Le règlement a pris 2 semaines à finaliser. Chaque clause a été négociée comme une fusion d'entreprises. Mais en les regardant signer ces accords de non-dénigrement, c'est là que j'ai su que c'était vraiment fini. Les termes étaient simples. J'ai accepté d'abandonner ma contestation de carte de crédit sur 2 charges limites qui ne valaient pas la peine de se battre. En échange, Valérie et Gérard ont accepté la totale responsabilité financière pour tous les contrats de mariage et ont accepté une clause de non-dénigrement contraignante. Chloé a signé un accord de non-contact. Thomas a signé une mise en demeure l'empêchant d'utiliser mon nom, mon image ou toute référence à notre situation dans son business. Tout est scellé, calme et irréversible. Les conséquences pour chacun d'eux ont été rapides mais réalistes. Chloé a essayé de se rebrander comme coach en relation sur Instagram, mais elle a perdu la plupart de ses sponsors et n'a gardé que quelques partenariats bas de gamme. Son contrat de livre est tombé à l'eau après que l'éditeur a eu vent de la controverse. Elle poste encore occasionnellement, mais les chiffres d'engagement racontent l'histoire. Valérie a fermé son blog pour ce qu'elle a appelé une pause personnelle après que son ordre professionnel a reçu plusieurs plaintes anonymes concernant le mélange entre pratiques thérapeutiques et promotion familiale. Gérard s'est retiré dans un silence complet. Sa tentative de moderniser le droit de la famille à travers ma relation s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. L'entreprise de photos de Thomas a pris un coup, mais il se reconstruit à Bordeaux. Certaines personnes respectent son honnêteté ou sur les relations modernes. Ça m'ennuie qu'il ne soit pas complètement ruiné, mais Sophie m'a rappelé que la justice parfaite n'existe que dans les films. Quant à moi, la vie est devenue remarquablement paisible. Mon département RH m'a discrètement félicité pour avoir géré ce qu'ils ont appelé une situation personnelle profondément complexe avec un professionnalisme total. Le projet d'infrastructure sur lequel je travaille, un développement de logements sociaux à Villeurbanne, a remporté un prix d'innovation urbaine. J'ai acheté une petite maison avec un bardage en bois de récupération et j'ai planté des chênes dans le jardin. Je dors à nouveau mes nuits complètes pour la première fois depuis des mois. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à construire des choses qui dureront plus longtemps que le drame que les gens essaient de créer. Lors d'un chantier bénévole le mois dernier, j'ai rencontré Camille, une architecte environnementale de Paris, qui était en ville pour consulter sur la conception durable. On a parlé de drainage des eaux pluviales et de matériaux écologiques autour d'un café. Il n'y a pas eu d'étincelle cinématographique, pas d'alchimie dramatique, juste de l'aisance. Juste 2 personnes qui comprennent que de bonnes fondations comptent plus que des extérieurs tapent à accent grave l'œil. 1 an après ce dîner de fiançailles de l'enfer, j'ai assisté à l'inauguration de la nouvelle aire de jeux communautaire que j'ai aidé à concevoir. Les enfants couraient et riaient. Le soleil brillait sur le toboggan, et un bénévole m'a tendu une clé à molette pour aider aux derniers ajustements. Mon téléphone a vibré avec un email de la banque. Dossier clos. Aucun impact sur la cote de crédit. J'ai expiré, essuyé la sueur de mon front et continué à travailler. Un journaliste local a demandé si je voulais être sur la photo pour le journal. J'ai souri et j'ai dit, ça me va d'être derrière la caméra cette fois. Les ultimatums publics ne marchent que sur les gens qui ont peur de vous perdre. J'ai arrêté d'avoir peur. La chose la plus précieuse que Sophie m'ait dite est celle-ci, ne négocie jamais avec quelqu'un qui ne respecte pas ton droit de dire non. Cette sagesse a changé ma façon d'aborder chaque relation dans ma vie. À tous ceux qui traversent quelque chose de similaire, fiez-vous à votre instinct. Si quelqu'un vous demande d'accepter des conditions inacceptables, il vous dit exactement qui il est. Croyez-le dès la première fois. J'en ai fini avec ce chapitre de ma vie. Il est temps de construire quelque chose de mieux.